Tu me reçois? Oui. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Agent 2, puis sur toi. J'ai besoin de backup. Agent Racine Correct 5, j'arrive! Zut! Il reste moins d'une heure. Comment on va la désactiver? On va la porter au quartier général. Let's go! Deuxième clavier. J'ai intercepté un courriel entre l'espionne et son chef. 6015. Vérifie si ça marche dans la bombe. Non, le code est de 3 chiffres. Il a sûrement été crypté. Est-ce que tu connais quelque chose de la cryptologie, toi? Non. Ben là, on fait quoi? On peut regarder une vidéo sur YouTube? Ok. Ah, je l'ai trouvé un bon, là. Vous êtes là. Les esprits m'ont averti de votre présence. Je m'appelle Eve. Je suis une enthousiaste de la cryptologie. Je suis ici pour vous apprendre tout ce que je connais. Depuis que mon mari Bob m'a trompé et m'a laissé pour Alice, la cryptologie est mon passe-temps préféré. Je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce que la cryptologie. La cryptologie, c'est la science du secret. C'est ce qui permet de garder nos informations confidentielles. La cryptologie est présente dans les systèmes informatiques et nous l'utilisons presque tous les jours sans que nous le remarquions. Un simple message envoyé par téléphone utilise des techniques cryptologiques. La cryptologie est divisée en deux aspects, la cryptographie et la cryptanalyse. La cryptographie est l'étude des algorithmes. Ils permettent de sécuriser les informations numériques. Tandis que la cryptanalyse, c'est analyser les systèmes cryptographiques. C'est tester leur sécurité en essayant de les déjouer. Lors de la cryptanalyse, l'attaquant peut soit créer des algorithmes pouvant résoudre le problème mathématique sur lequel se repose le cryptosystème, ou il peut trouver les fuites du cryptosystème qui lui permettra de trouver les informations secrètes. Laissez-moi vous parler plus en détail de la cryptographie. La cryptographie sert à protéger l'information en la gardant secrète. Chut. Elle assure la confidentialité. Donc elle assure que seulement ceux qui sont autorisés à voir l'information puissent voir l'information. De plus, elle assure l'authenticité en vérifiant l'identité de la personne. Enfin, elle assure l'intégrité en vérifiant que l'information n'a pas été modifiée. Pour assurer tout cela, elle utilise des clés, comme par exemple la clé secrète. La clé secrète est utilisée dans les systèmes symétriques. Cela veut dire que la personne qui envoie le message et qui reçoit le message utilisent tous les deux la même clé. Donc, cette clé crypte et décrypte le message.
Donc si deux personnes veulent utiliser une clé secrète, ils doivent se rencontrer en personne pour partager leur clé secrète. La personne qui souhaite intercepter le message n'a donc pas la clé secrète. Il ne peut donc pas voir le message. Par contre, le deuxième système, qui est de loin le plus pratique, est le système asymétrique. Dans ce système, il y a deux clés différentes, donc les deux personnes n'ont pas besoin de se rencontrer pour pouvoir partager une clé. La clé publique sert donc à crypter le message et la clé privée sert à le décrypter. Ce système est pratique lorsque, par exemple, une personne veut recevoir des messages de plusieurs différentes personnes sans devoir échanger de clés avec chacune d'elles. Parce qu'échanger des clés avec chacune d'elles serait beaucoup trop compliqué. Donc, la personne qui veut recevoir les messages garde une clé passe-partout qui va lui servir de décrypter tous les messages qui lui sont envoyés. Avoir une clé publique ainsi qu'une clé privée favorise beaucoup l'échange d'informations. Comment cette méthode permet-elle de garder l'information secrète à l'abri des pirates informatiques, vous demandez-vous? Chut. Je vais vous l'expliquer à l'aide d'un exemple que j'ai moi-même simplifié pour faciliter votre compréhension. Alors, prenons par exemple mon ex-mari Bob, qui veut envoyer un message à Alice avec une clé asymétrique. Et moi, Eve, j'essaie d'intercepter le message. Ce n'est qu'un exemple en passant. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Alors Bob veut envoyer le message 5 à Alice sans que Eve l'intercepte. Alice, qui a une clé de 2, va d'abord envoyer l'inverse de sa clé à Bob. Bien sûr, Eve va pouvoir l'intercepter. Alors Eve et Bob possèdent l'inverse de la clé, soit -2. Alors Bob utilise l'inverse de la clé qu'il additionne à son message, qui donne 3. Alors il l'envoie à Alice, Eve l'intercepte une autre fois, et maintenant Eve et Alice sont en possession du message crypté 3. Maintenant, Alice peut additionner le 2 et le 3 pour donner le message de Bob qui est 5. Mais Eve, elle, n'a que 3 et -2, donc elle ne peut pas trouver le message 5. C'est tout simplement splendide, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bonjour, je m'appelle Jules César. Mais non, c'est une blague. C'est moi, Eve. Je voulais faire un petit retour dans le passé parce que je veux vous parler de l'histoire de la cryptologie. Tout a commencé en Antiquité romaine. Jules César partageait une clé avec ses disciples pour ne pas que ses messages soient interceptés. La méthode de Jules César était plutôt simple parce qu'on ne faisait que déplacer les lettres quelques positions plus loin. Cela veut dire que c'était extrêmement facile à encrypter, mais c'était aussi extrêmement facile à décrypter. Il n'y a que 25 combinaisons possibles. Il y a une méthode mathématique de calculer la fonction de Jules César. Dans cette méthode, toutes les lettres de l'alphabet représentent une lettre de 1 à 26. Donc A égale 1, B égale 2, C égale 3, etc. La clé dans cette méthode, c'est un chiffre que nous ajoutons à chaque lettre. Donc par exemple, si par exemple, juste un exemple comme ça, je choisissais le mot Bob et que la clé était de 3, chaque lettre, donc B qui vaut 2, O qui vaut 15 et B qui vaut 2, on ajouterait 3 à chacun. Et donc, ça donnerait ces chiffres qui donneraient ces lettres. Et au contraire, lorsqu'on veut décrypter quelque chose, on fait -3. Alors, on fait la même procédure, mais à l'inverse, ce qui donne comme réponse, c'est simple, n'est-ce pas?
Mais oh, les choses se compliquent un petit peu. La prochaine évolution se passe au XVIe siècle. C'est le chiffrement de Blaise de Vigenère. Cette méthode est un peu comme celle de Jules César, mais au lieu de n'avoir qu'un chiffre comme clé, on en a plusieurs. Alors si on utilise comme mot, par exemple, traître, et que la clé est de 2, 3 et 4, encore une fois, on va transformer toutes les lettres en chiffres, mais on ajoute 2 à la première lettre, 3 à la deuxième lettre, 4 à la troisième lettre, et ensuite 2 à la troisième lettre encore, et ça continue comme ça. Alors, cela nous donne vouek. Et ensuite, pour faire le contraire, on fait comme avec Jules César, moins la clé. Alors on fait l'inverse, et cela nous donne comme résultat final traître. Très bien. Continuons avec la prochaine évolution. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, dans le XXe siècle, les Allemands ont inventé une machine. Elle s'appelle la machine Enigma. Cette machine servait à protéger les informations commerciales, diplomatiques et militaires. J'ai moi-même dépensé une grande somme pour pouvoir acheter une machine Enigma sur Internet. Malheureusement, c'était une arnaque. Je ne l'ai jamais reçue. Mais ne vous en faites pas. J'ai réglé son compte. Mais je vais quand même vous montrer une image que j'ai trouvée sur Internet. Lorsqu'on tape sur le clavier ici, des lumières s'allument sur un deuxième clavier placé ici, qui indique le message crypté. Chaque fois que nous tapons sur le premier clavier, le rotor qui est ici, le premier rotor, tourne d'un cran, ce qui modifie le message crypté. Donc, si nous appuyons 2 fois de suite sur la même lettre du premier clavier, la lettre sur le deuxième clavier du message crypté sera différente. Lorsque le premier rotor fait 26 crans, ce qui est un tour complet, le deuxième rotor avance d'un cran. Et lorsque ce deuxième rotor fait un tour complet à son tour, le troisième rotor tourne un cran lui aussi. Cela fait donc déjà beaucoup de possibilités, mais en plus du réflecteur qui échange les lettres 2 par 2 et du tableau de connexion qui permet d'échanger plus de 6 paires de lettres, il y a au total plus de 10 milliards de possibilités. Pour décrypter le message, il faut écrire un message qui a été encrypté par une machine Enigma dans une autre machine Enigma en s'assurant que les rotors, les réflecteurs et le tableau de bord soient placés exactement de la même manière qu'il était placé avant que le message soit crypté. Ceci met fin à mon vidéo d'initiation à la cryptologie. J'espère que vous avez apprécié. Et... oh. Tiens, on dirait que quelqu'un est de retour à la maison. Va venir chercher rentrer. Bob? Bobby? Bob? Bob, c'est une blague? Bob? Ah, comme c'était instructif. Oui. Ah, regarde dans les suggestions. Comment cuisiner du curry. Je suis sûr que nous trouverons de l'information sur comment décrypter un courriel là-dedans. Bien sûr. Bonjour, bienvenue à ma chaîne de cuisine indienne.
Aujourd'hui, nous allons apprendre comment cuisiner du curry. Mais tout d'abord, laissez-moi vous parler de l'arithmétique modulaire. Tout d'abord, lorsqu'on divise deux nombres entiers ensemble, on reçoit une équation comme celle-ci. A sur B est égal à Q reste R. Dans notre cas, nous sommes seulement intéressés par le reste de l'équation. On peut donc l'écrire de cette façon. A modulo B est égal à R. Par exemple, si nous divisons 14 par 12, nous obtiendrons 1,66667 ou 1 reste 2. Le reste est le résultat de l'opération modulo. Donc, par exemple, 14 modulo 12 est égal à 2, où 2 est le modulo. On peut visualiser les modulos avec des cercles. Remarquez qu'est-ce qui se passe quand on divise tous les nombres avec un même dénominateur. 0, 1, 2, 0, 1, 2 et ainsi de suite. 0, 1, 2. Haha, ça me fait penser du âge mental de mon ex. Je la déteste. Maintenant, continuons avec le logarithme discret. Prenons cet exemple. 3 exposant k modulo 17 est égal à n. Le nombre 3 exposant n'importe quel nombre entier nous donnera un autre nombre entier entre 0 et 17. Par exemple, 3 exposant 3 modulo 17 est égal à 10 et 3 exposant 5 modulo 17 est égal à 11. La procédure inverse est extrêmement difficile à faire. Cette procédure compliquée est appelée le logarithme discret. Maintenant, nous avons notre fonction à sens unique, facile à réaliser, mais difficile à inverser. Sachant seulement que la solution nous donne 12, nous serons forcés à utiliser la méthode essai-erreur pour trouver la valeur du k. Avec des nombres petits comme donné dans l'exemple, trouver la valeur du k sera plus facile. Le temps de résolution d'une équation dépend sur le nombre de chiffres dans notre nombre. J'ai l'honneur d'avoir M. Leonard Adelman, un des créateurs du développement RSA aujourd'hui, pour m'aider à faire du curry. Mais tout d'abord, M. Adelman, pouvez-vous me dire comment vous avez créé le développement RSA? Hein? Quoi? Comment avez-vous créé le développement RSA? Oh oui! Le développement RSA est une fonction asymétrique. Elle possède donc une clé publique et une clé privée. Je l'ai basé sur la fonction attrape ou le TDF qui a été créé par Clifford Cox, un mathématicien britannique. Le TDF est facile à réaliser, mais difficile à inverser. Pour le TDF, on utilise l'exponentiation modulaire que tu as déjà introduit sous le nom de modulo arithmétique. Si Bob a un message à encrypter, il doit le traduire à un nombre m. Ensuite, il fera m exposant e, où e est un exposant public, donc une clé publique. Ensuite, on fait m exposant e modulo n, où n est un nombre choisi au hasard. Alors tout cela va donner C, qui est le message encrypté, ce que Bob envoie à Alice. Ceci est donc une fonction à sens unique que nous pouvons appliquer à M, qui est facile à réaliser, mais difficile à décoder. Alors si on a juste le C, le E et le N, ce sera très difficile de décoder le message de Bob. Si je comprends bien, maintenant, nous avons besoin d'une clé pour que Bob soit capable de décoder le message. On doit donc donner un exposant à C, disons D, qui va défaire l'opération qui a été réalisée sur M. Pour le cryptage, on a donc M exposant E modulo N est égal à C. Et pour le décryptage, on a C exposant D modulo N est égal à N. Si on combine les deux fonctions ensemble, on va avoir M exposant E exposant D modulo N est égal à M. Ou sinon, M exposant E fois D modulo N est égal à N. Où E est la clé d'encryption et D est la clé de décryption. Eh bravo! T'as tout compris! Merci. Hein? Quoi? Merci! Hein? Pour
Poursuivons. Maintenant, nous avons besoin d'une façon pour Alice de produire E et D pour que ce soit difficile de n'importe qui de trouver D. Cela nécessite à trouver une deuxième fonction à sens unique qui servira à trouver D. Pour cela, nous étudions Euclide. Euclide nous a montré que chaque nombre a sa propre factorisation. Et la factorisation est difficile à cause de la complexité temporelle. C'est majoritairement de l'essai-erreur. Chaque personne a sa propre façon de la calculer. Un ordinateur prendrait seulement 1 seconde pour calculer la multiplication de deux grands nombres. Cependant, ça prendrait plusieurs années de calculer la factorisation d'un très grand nombre. Voici l'étape 1. Si on prend deux nombres premiers, P1 et P2, environ de 150 chiffres longs et on les multiplie ensemble, on obtiendra le nombre n, approximativement 300 chiffres longs. Cette multiplication prendra seulement quelques secondes, pendant que la factorisation de ce nombre prendra des années. Si Alice envoie seulement n et cache P1 et P2, elle ne sera jamais capable de trouver P1 et P2. Ok, maintenant, on est rendu à l'étape 2. On doit trouver une fonction qui dépend de la factorisation de n. Pour cela, on étudie Euler. Euler étudiait la manière qu'on divisait les nombres en nombres premiers. Ça s'appelle la fonction phi. Prenons l'exemple d'un nombre a. La fonction phi nous calcule combien de nombres entiers sont plus petits ou égaux à a et qui ne partagent aucun facteur commun avec a. Dans l'exemple du 8, seulement 1, 3, 5 et 7 ne partagent aucun facteur commun avec 8. Donc, il y a 4 nombres, donc le phi de 8 est 4. Calculer le phi est toujours difficile, sauf dans un cas, les nombres premiers. Parce que les nombres premiers, ça se divise par eux-mêmes et par un seulement. Donc ça veut dire que la fonction phi des nombres premiers est le nombre premier lui-même moins 1. La fonction phi est aussi multiplicative. Donc, le phi de a fois b est égal au phi de a fois le phi de b. Donc, si, dans ce cas-ci, a et b sont des nombres premiers, le phi de a fois b va être égal à a moins 1 fois b moins 1. Bon, maintenant c'est la partie où plus personne comprend quelque chose. Donc, je vais vous donner un exemple. Si par exemple, A est 2 et B est 3, ça veut dire que ça va donner un phi de 6. Et la réponse va être 2, parce que 2 moins 1 fois 3 moins 1 est égal à 2. Nous devons donc trouver une façon de résoudre la fonction phi de n. Donc en fait, si on a la factorisation de n, trouver le phi de n devient extrêmement facile. Maintenant, voici l'étape 3. Comment trouver la fonction phi pour l'exponentiation modulaire? Pour cela, on regarde le théorème d'Euler. Il a étudié la relation entre la fonction phi et l'exponentiation modulaire. M exposant phi de n est égal à 1 modulo n. On peut prendre deux nombres au hasard, en notant qu'ils ne partagent pas un facteur commun. Par exemple, m est égal à 5 et n est égal à 8. Si on fait cette équation, à la fin, on peut trouver que 625 modulo 8 est égal à 1 modulo 8. Les deux sont égales à 1. Nous devons modifier cette équation en utilisant deux règles simples. Premièrement, 1 exposant k est égal à 1. Cela nous donne le produit m exposant k fois phi de n est égal à 1 modulo n. La deuxième règle, 1 fois m est égal à m, nous donne l'équation m fois m exposant k fois phi de n est égal à m modulo n, qui peut être simplifiée pour nous donner m exposant k fois phi de n plus 1 est égal à m modulo n. Cela est la découverte capitale, car nous avons maintenant une équation pour E fois D. Les deux équations que nous avons trouvées, premièrement, m exposant k fois phi de n plus 1 est égal à m modulo n, et m exposant E fois D est égal à m modulo n. Donc,
E fois D est égal à K fois phi de n plus 1. Et D est égal à K fois phi de n plus 1, tous divisés par E. Nous pouvons seulement calculer D si on connaît la factorisation de n. C'est pour ça que le D devrait être la clé privée d'Alice, le décrypteur. Ça la permettrait de défaire l'effet du E. Ouf, c'est donc bien compliqué, n'est-ce pas, Monsieur Edelman? Monsieur Edelman. Monsieur Edelman. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut faire du curry maintenant? Bien sûr. Alice, je suis de retour. Alice? 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 Je suis si contente de te revoir. Mais qu'est-ce que tu fais ici? On a une ordonnance d'injonction sur toi. Tu n'as pas le droit de t'approcher de moi et ma femme de plus de 50 mètres. Qu'as-tu fait d'Alice? Chut, je me suis occupée d'elle. Maintenant, on peut enfin être heureux ensemble. Non! Tu ne comprendras jamais! On ne serait jamais heureux ensemble! Oui. Je comprends. Comme c'est instructif. Oui. En passant, combien de temps reste-t-il sur la bombe? Ça perd l'hypopète. 2 minutes. Oh là là. Quelles sont les données que nous avons interceptées? Le N, le produit des chiffres choisis au hasard, est de 10 807. Le E, l'encrypteur, est de 3. Et le C, le chiffre codé, est de 6015. Avec ces données, nous ne pouvons pas trouver le message. C'est la beauté du chiffrement RSA. Même avec toutes les données interceptées, on n'est pas capable de trouver le message. Alors, si je comprends bien, l'espion de tout à l'heure aurait d'abord multiplié ces deux noms premiers, ce qui lui aurait donné N. Ensuite, elle a envoyé N et E à son chef terroriste. Ensuite, le chef terroriste a encrypté son message M avec la formule M exposant E modulo N est égal à C. Le chef terroriste aura donc son message crypté, le C, que nous avons en notre possession, puis l'aura envoyé à l'espionne, qui l'aurait déchiffré avec la formule D est égal à K fois phi de N plus 1 divisé par E, pour trouver le D, le déchiffreur, puis il aurait trouvé le message M avec cette formule. C exposant D modulo N est égal à M. Exactement. Donc les données qui nous manquent pour déchiffrer le message sont P1, P2 et K. Oui, et il y a seulement une personne qui connaît ces données. Qu'est-ce que vous voulez encore? Le P1, le P2 et le K. Donne-les. Ha! Comme si j'allais vous les donner aussi facilement. Si tu ne les donnes pas tout de suite, on va devoir utiliser les grands moyens. Rien de ce que vous allez faire va me faire parler. C'est ce qu'on va voir. Arrête, je t'en supplie! Arrête, ça fait mal! J'adore. Non, non, vous êtes des monstres! Vous êtes juste des monstres! Faites pas ça! Non. Ah! Arrêtez! Enlevez-moi ces balles, je vous en supplie! Ok. P1 est égal à 101, P2 est égal à 107 et K est égal à 2.
Vite, trouvons le phi de n. Phi de n est égal à P1 moins 1 fois P2 moins 1. Phi de n est donc égal à 101 moins 1 fois 107 moins 1, qui est égal à 10 600. Maintenant, trouvons D. D est égal à k fois phi de n plus 1 divisé par e. Donc, D est égal à 2 fois 10 600 plus 1, le doux divisé par 3, ce qui donne 7067. Maintenant que nous avons le décrypteur, utilisons-le pour trouver le message. C exposant D modulo n est égal à m. Donc 6015 exposant 7067 modulo 10807 est égal à 420. Vite, le code est 420, inscris-le. On a échoué. Avant que la bombe explose, j'ai quelque chose à te dire. Agent racine carrée de 5. Je t'ai toujours aimé. Ah! Cool. Merci. Ah, ok, ouais, ben... La bombe, elle explose dans 3, 2, 1... Ah, elle explose pas. Ouais, j'ai remarqué. Donc, comment était ta fin de semaine? En conclusion, la beauté du développement RSA réside dans le fait qu'un intrus ne pourra jamais trouver un message avec l'information qu'il intercepte. Grâce à la cryptologie, on peut s'assurer de la confidentialité et de l'intégrité de nos données, ainsi qu'à l'authentification et à l'anonymat de nos communications. Bien sûr, la cryptologie est utile pour garder nos informations secrètes, mais ça n'empêchera jamais ceux qui sont prêts à tout pour avoir ce qu'ils veulent. Je gagnerai toujours, boss.